Est-ce que vous pensez que votre position au fond de solitude a changé depuis la définition de Candonet Cocteau, enfin, quand il disait que vous étiez au fond le solitaire? Eh bien, heureusement pour moi, je, je peux travailler. Ces dernières années ont été meilleures pour moi, en ce sens que des producteurs ont bien voulu me faire faire des films. Donc je suis moins isolé, mais il semble que je sois quand même isolé, et probablement parce que mes moyens ne sont pas les moyens des cinéastes. Qu'appelez-vous Je vos n'emploie pas moyens? d'acteurs, et, et au fond, c'est de là que part tout mon système, si je peux appeler ça un système, puisque ce n'est pas du tout a priori. J'ai fait ça intuitivement. J'ai commencé à travailler comme ça, sans acteur, intuitivement. Et peut-être qu'au contraire, je m'écarte de plus en plus du cinéma officiel. Mais je ne crois pas que pour cela, je perds du public. Je crois que je ne fais qu'en gagner. Mais à votre avis, c'est ce qui domine chez vous dans ce qu'on peut appeler le style, enfin tout l'ensemble, c'est ce besoin de vous séparer de l'acteur. Au début, vous avez commencé avec les Anges du Péché, avec les Dames du Bois de Boulogne, vous aviez des acteurs. Acteur, bien sûr, j'ai accepté les acteurs. Je ne savais absolument pas ce qui allait m'arriver, mais immédiatement, tout ce qui m'est arrivé dans les 5 premières secondes était au fond la répétition générale de tout ce qui serait passé pendant toutes ces années. Mais c'était intuitif, je ne savais pas. Je me suis rendu compte tout de suite que si les acteurs que j'avais acceptés, même sans les connaître, que m'avait apporté le producteur, faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer, et non seulement jouer, non seulement par une mimique, par des gestes, mais par des effets de voix, je ne pourrais pas faire le film que j'avais à faire. Ça, c'était absolument stupéfiant pour moi, cette constatation que je n'attendais pas du tout. Ce n'était pas du tout une idée avant. Vous êtes... Non, non, c'est pas du tout a priori, c'est arrivé comme ça. Et c'est que plus tard, en réfléchissant sur ce qui s'était passé quand j'avais travaillé, c'est-à-dire j'ai travaillé d'abord, après j'ai réfléchi, que j'ai essayé de me rendre compte, de connaître mes moyens et de savoir pourquoi je réussissais certaines fois, pourquoi je ratais d'autres, que j'ai fini par avoir un système dont je voudrais bien, justement parce que plus ça me semble un système, m'écarter, laisser de côté, parce que je crois qu'il ne faut pas être systématique. Et alors, c'est-à-dire revenir à des comédiens? Non, mais m'élargir. Je découvre des choses en pensant à mes derniers films, justement, qui me permettent d'agrandir mon champ mon champ de travail. À propos justement de mes protagonistes, par exemple, m'apercevoir que je dois être beaucoup moins strict quant à la recherche, étant donné que l'être humain est extrêmement varié et que nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, son mystère. Je dois être beaucoup plus large, c'est-à-dire quand je veux une certaine personne, ne pas m'acharner à la trouver telle que je m'étais imaginé, parce que telle que je m'étais imaginé, c'était quelque chose de faux. Mais la mouchette de Bernanos c'était quand même déjà très inscrite, alors elle, malgré tout. Écrite par Bernanos. Oui. Oui, mais justement là, ça m'a fait faire des découvertes, parce que les 3 derniers films, je les avais écrits, je les avais imaginés. Et ça m'a fait faire des découvertes en ce qui concerne l'adaptation que je n'ai pas faite quand je faisais par exemple de Bernanos aussi, Journal d'un curé de campagne. J'ai trouvé qu'il faut s'échapper complètement on peut prendre l'esprit d'un livre, d'un roman, mais surtout même pas s'attacher au dialogue, parce que les dialogues sont construits par un romancier. Et on s'aperçoit combien un romancier est précis quant à sa façon de voir un personnage, mais comme il est peu précis quant aux détails. Je veux dire que la plupart des choses d'un roman, que ce soit Stendhal ou Balzac ou Bernanos, sont fausses. Sont fausses quand vous voulez les concrétiser et en trouver le détail précis. Elles sont fausses ou elles ont une porte ouverte sur l'imagination? Non, elles sont infaisables. Infaisables telles qu'elles sont écrites. Est-ce qu'on ne va pas hurler la trahison quand on verra votre mouchette? Ah non, au contraire, moi je suis resté très près de Bernanos, mais en souffrant. En souffrant de ce que je ne me sentais pas assez libre. C'est la première fois que ça m'arrive. Et vous ne recommencerez pas alors sur un... Des adaptations? Oui. Peut-être, mais d'une façon beaucoup plus libre. Là, enfin, au hasard, Balthazar est un film que vous avez en vous depuis énormément d'années. Oui. Puisque vous deviez le tourner avant le curé de campagne. Mais que j'avais la paresse
de finir la paresse parce que ce que je voulais était très compliqué, très difficile. Entre autres, d'avoir un âne qui ne ferait à aucun moment, et ça j'en étais bien décidé en l'écrivant aussi, l'effet d'un âne savant, d'un âne dressé. Et non seulement qui ne ferait pas l'effet, mais qui ne serait pas, à tel point que j'ai pris un âne qui ne savait même pas traîner une charrette. Et que j'ai eu beaucoup de mal à cause de ça, à le forcer, j'ai perdu beaucoup de temps à le forcer à simplement traîner la charrette. Donc vous n'avez pas voulu l'homme professionnel, là aussi, en somme. Justement, pas un professionnel, mais c'était très important pour moi, parce que vous savez que les Américains ont fait des films avec des animaux, mais c'est des animaux dressés, et ça donne quelque chose d'effrayant. Et comme cet âne représentait pour moi quelque chose de très profond, était, si vous voulez, dans le règne animal, était comme animal l'équivalent d'un charlot, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire c'était le pâtiras, c'était le souffre-douleur, et en même temps la noblesse, ce qu'on n'avait peut-être pas charlot, l'humilité, la noblesse, la simplicité, la grandeur, en somme. Et la pureté opposée à notre cruauté, notre besoin de faire souffrir, notre avarice, notre orgueil, etc. Est-ce qu'il est vrai que vous avez voulu vraiment passer les 7 péchés capitaux, comme on l'a dit? Bien sûr, j'ai voulu que dans ces groupes humains qu'il traversait, retrouver les vices de l'humanité, si vous voulez appeler les péchés capitaux, les péchés capitaux. Là, je prends... Alors, ce sont les journalistes qui l'ont dit. Quelques personnes m'ont reproché de montrer l'humanité sous un jour assez noir. Je leur réponds, mais si le monde était parfait, est-ce que nous aurions besoin nous aurions eu besoin d'un rédempteur, par exemple? Et mon propos était justement de montrer un monde pas parfait pour l'opposer à un être pur et humble et grand. Et c'est là le côté, alors l'autre côté, le côté mysticisme dont on a parlé également. Pour le hasard Balthazar. Je prends en somme ce qu'on a dit, les mots qu'on a accrochés à votre film, oui. Savoir si vous les reconnaissez. Où voyez-vous le mysticisme? Si mysticisme est dans le fait que cet âne est dans la Bible et dans les 2 testaments comme animal principal et même animal pensant, qu'on le voit dans au moins une centaine de nos églises romanes ou cathédrales romanes, si vous voulez, oui, bien sûr. C'est aussi tous les ânes de mon enfance. J'ai toujours trouvé dans l'âne quelque chose de très attachant et de très profond. Le regard d'un âne, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Il m'arrive souvent de voir traverser par exemple le pont de la Concorde par un petit groupe d'ânes qui vont aux Champs-Élysées promener les enfants. Eh bien, ces 3 ou 4 ânes passant au milieu de cette fureur de voiture, ce vacarme, dit toujours tellement de choses que c'est pour des raisons comme ça que j'ai voulu faire ce film. Oui, je comprends, c'est-à-dire au fond relier des éléments de vous, presque les éléments de votre... Mais vous savez qu'au Moyen-Âge, je crois presque à la même époque qu'il y avait une fête des fous, c'est-à-dire où toute la liturgie, tous les rites étaient retournés. Il y avait une fête de l'âne. On venait en grande pompe chercher l'âne à la porte de la cathédrale, on le revêtait d'une chasuble et on lui faisait dire la messe, ou plutôt, on le faisait passer du côté de l'épître ou du côté de l'évangile, selon la messe. Il y avait, je crois, des cantiques qui célébraient l'âne à ce moment-là, et ça a duré, ça s'est fait 2 ou 3 fois, je crois, sur 2 ou 3 années consécutives. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une dérision quand même au fond? Non, je ne crois pas du tout, au contraire, c'était une chose très pure, très innocente, et quelle merveilleuse invention, quelle mise en scène extraordinaire de ce Moyen-Âge merveilleux. Vous regrettez le Moyen-Âge? Je le regrette pour ce côté fulgurant d'invention poétique. Mais je ne le regrette pas parce que je ne ferai pas de film motivé au Moyen-Âge. On a parlé du solitaire, on a parlé de l'intellectuel, on a parlé d'un certain nombre, et tout d'un coup on parle en même temps qu'une mode de l'érotisme de Bresson par exemple pour l'âne. Est-ce que ça vous semble justifié ou est-ce que ça vous semble aberrant?
Non, il y a sûrement de l'érotisme. L'érotisme, doit-on appeler ça de la sensualité, sûrement. Parce que l'âne amène de la sensualité. L'âne est un animal très sensuel aussi. Érotique aussi, dans les contes grecs ou latins. Mais il est certain qu'il a amené avec lui l'érotisme en lui-même. Mais je ne pense pas qu'au hasard Balthazar soit érotique, peut-être sensuel sûrement. Mais comment il se fait justement qu'un homme tel que vous, avec ce côté que vous portez sur votre visage, ce côté un peu tendu, un peu pensant, se soit plié à ce rôle d'acteur, à devenir un acteur pour Bresson? Comment est-ce qu'il a pu vous décider? Qui décide une Non. jeune fille, bon, mais vous, Oui. à l'amener dans son monde? Oui. Évidemment, ça s'est fait par l'intermédiaire d'amis avec qui je travaillais d'ailleurs, avec qui j'avais des projets de cinéma, d'une part. Et il avait vu des photos de moi. Il avait vu des photos de moi, en partie celles qui étaient parues dans le Figaro littéraire, le numéro où Mandiag avait publié une étude sur moi, et à l'occasion de la parution de mon dernier livre, le Baphomet. Et là, il y avait une très curieuse... Qu'était lequel de vos livres? Le Baphomet. Oui. Le Baphomet. Le Baphomet qui est sorti au Mercure de France. Et il y avait une très belle photo. Et par conséquent, enfin, il avait une certaine curiosité. Sans, comme il l'a avoué à plusieurs reprises, sans avoir une connaissance matérielle de mes livres. Enfin, je crois qu'il n'a jamais... Il n'avait rien lu de vous? Il prétend, en tout cas, et je crois qu'il est tout à fait... Oui. Je ne crois pas que ce soit une manœuvre, enfin, je ne crois pas que c'est une façon de parler. Donc, à ce moment, il n'avait jamais rien lu. Mais là ensuite, vous, comment est-ce que vous êtes entré dans cette peau? Parce qu'il y a deux attitudes. Ou bien il vous considère comme une marionnette, et vous n'avez bigrement pas l'air d'être une marionnette. Non, je crois pas. Ou il vous fait entrer dans un monde pas qu'il pas comme conscience. Non, certainement, il est loin de considérer aucun de ses interprètes, n'est-ce pas, des interprètes principaux, plus humbles, je crois. Là, il y a au contraire un grand respect, justement, de la physionomie fortuitement découverte et quand même qui lui convient, n'est-ce pas? Oui, mais ensuite, il tire les fils. Mais alors, il y a une ascèse terrible. Il y a une ascèse terrible qui consiste justement à vous briser toutes les velléités de cabotinage que vous pouvez apporter personnellement. Mais est-ce qu'en brisant le cabotinage, il ne brise pas des choses qui ne sont pas cabotines, des mouvements normaux, des mouvements de l'âme presque? C'est-à-dire qu'il veut vous réduire à une sorte de niveau zéro, n'est-ce pas, à partir duquel, justement, à un certain état primitif, je dirais, Oui. inconscient, qui vous rend apte, c'est comme ça que je m'explique les choses, qui vous rend apte à passer en somme derrière en deçà de votre personnalité, de votre moi, n'est-ce Oui. pas, pour redevenir possible, n'est-ce pas, disponible à une autre recomposition de toutes les données de votre tempérament. Mais c'est tout ce qu'on appelle le lavage de cerveau, ce que vous expliquez là, non? Certainement. Seulement, il faut comprendre ça. Et alors, c'est dans une certaine mesure, ça peut être infiniment pénible. Mais moins ils savent ce qu'ils font, plus le résultat est bon. Il est curieux que par hasard, je suis tombé l'autre jour sur un chapitre de Kleist, dans les morceaux choisis des romantiques allemands, sur un texte de
Kleist, à propos des marionnettes, il dit quelque chose que je trouve admirable. Il dit, je le dis mal, il le dit beaucoup mieux que moi, il dit que plus il y a de mécanique, plus la grâce s'empare de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est oui. exactement ce que je pense, moi, depuis longtemps, car il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'artifice, naturellement qu'il y a un artifice, mais il n'est pas placé au même endroit. Il n'y a pas d'art sans artifice. Oui, sûrement. Le cinéma actuel est la création, s'il y a création, est dans le domaine du théâtre. C'est l'acteur qui crée, au même titre que l'auteur de la chose écrite, du scénario. Mais l'acteur principalement crée, mais il crée dans le domaine du théâtre, il crée comme il crée sur les planches. Et la caméra est là pour le reproduire, pour reproduire son jeu. À ce moment-là, le cinéma actuel est un théâtre bâtard, et la reproduction de ce théâtre, et une reproduction ne vaut pas grand-chose. La reproduction d'un tableau, d'une sculpture, ne vaut pas ce tableau, de cette sculpture. Elle ne crée rien, la reproduction. Oui, sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, l'art cinématographique, si art il y a, doit être à trouver ailleurs que dans ce théâtre. Il doit tourner le dos au théâtre, qui est sa tentation. Bon, la création se place où, à votre point de vue? Elle se place dans le montage. Elle se place au moment où tous les éléments pris par la caméra et par le magnétophone sont mis ensemble et se mettent à vivre d'une vie tout à fait différente de la vie naturelle. Ils vivent d'une vie, ils naissent sous vos yeux, ils ne sont pas faits, ils sont se faisant sous vos yeux. Et les images se mettent à palpiter parce qu'elles se transforment. L'image prise seule, séparément, ne dit pas grand-chose. Elle a une certaine charge de quelque chose, et cette charge ne se manifeste pas, ne sort pas. Mais dès que vous la mettez, dès qu'il y a contact, il y a des échanges, et ce sont ces échanges qui donnent la vie cinématographique. Nous entrons là dans des considérations Oui, des un peu conditions subtiles. spéciales, mais enfin qui sont... Mais vous pourriez alors en somme arriver presque au film abstrait, échéant. Mais tout art est une abstraction. Oui, mais Non, malgré tout, les gens vont voir le jeu de l'acteur l'histoire. est une abstraction, si vous voulez. Et on peut aussi bien dire, ce qui a été dit d'ailleurs, que Vermeer est aussi abstrait que Picasso, et même peut-être plus. Donc vous voyez là, nous tombons dans quelque chose qui est fait de mots. Et il s'agit de savoir ce que ça veut dire que le mot abstrait, mais il est certain qu'il n'y a pas d'art sans abstraction. Un dessin est une abstraction, une écriture est une abstraction. Oui. Les mots sont des abstractions, ce n'est pas une chose concrète, c'est une chose qui touche votre pensée, c'est abstrait. Oui. Et les images doivent être comme les mots du dictionnaire, qui n'ont de valeur que par leur rapprochement et leur combinaison. Une fois qu'on est entré dans son jeu, il reste très distant, n'est-ce pas? Il y a une espèce on pourrait presque dire, on se heurte à une apparente absence de solidarité, et c'est évidemment le contraire qui se passe, parce qu'il doit avoir quand même un certain contact, même s'il n'est pas apparent. Alors vous avez l'impression du enfin, diable. un être extrêmement replié sur lui-même, n'est-ce pas, très renfermé, il faut dire que lui-même doit souffrir énormément. Et il va souffrir énormément au moment de ses mises en scène. Et il se maîtrise autant que possible, n'est-ce pas, les déchaînements que peuvent susciter, n'est-ce pas, susciter un échec d'une séquence ou une incompréhension, ou le fait de s'entendre avec ses collaborateurs, avec ses techniciens. Ça, c'est une opération, c'est déjà une opération extrêmement Douloureuse pour lui. très douloureuse, certainement pour un homme. Quand vous choisissez un homme comme aussi marqué que Klossowski, qui a joué sur son personnage dans Au hasard Balthazar? C'est lui ou c'est le personnage? Vous savez, là, déjà dans Au hasard Balthazar, je prenais beaucoup de liberté vis-à-vis de moi-même, je veux dire. Je ne m'appesantissais pas sur le choix d'un personnage. Intuitivement, je pensais qu'il serait le personnage et je n'allais pas plus loin. Ce que j'aurais fait dans des films précédents, où je suis allé beaucoup plus loin dans les recherches, dans la rigueur de la recherche.
Et au contraire, là, déjà, je me disais, sans bien me rendre compte, qu'il ne fallait pas être si fermé, si précis, et qu'il fallait avoir des surprises dans un sens qui n'était peut-être pas le sens de mon personnage, mais dans un sens qui était plus humain, plus vrai. Le vôtre était plus... C'est-à-dire dans l'extraordinaire complexité et variété et écart que peut faire un personnage dans la vie. Ce que nous sommes, nous, c'est une certaine façon toujours la même de ne pas être le même. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait notre individualité, c'est une façon toujours la même d'être toujours quelqu'un d'autre, mais de retomber sur nos pieds toujours. C'est ça dont je me suis aperçu dans mes derniers films, et surtout dans le dernier, et en me promettant d'être beaucoup plus large quant à mon choix des personnages. Oui, au fond, qu'un homme est fait d'un corps dénominateur de Oui, choses et c'est ce diverses. que je ne peux pas accepter du théâtre dans le cinéma, c'est justement cette création d'un personnage par quelqu'un, d'un personnage qui est fatalement faux, puisque nous ne sommes pas des gens créés artistement, nous sommes une complexité terrible. Alors que l'acteur, et plus il est grand, plus il est comme ça, simplifie son personnage pour en faire, artistiquement, pour en faire un personnage unique, mais absolument faux, puisqu'ils l'ont simplifié. Mais vous ne pourriez pas refaire ce travail de déshabiller un acteur de tout cela et d'en refaire quelque chose? Je ne pourrais pas. Non, parce que le point de départ est absolument faux. L'idée de ne pas être la personne qu'il est rend un acteur impossible au cinéma, impossible. Je ne comprends même pas que les gens soient aveugles à ce point-là, qu'ils ne voient pas qu'ils ont devant eux quelque chose qui n'existe pas. Parce que l'écran est une loupe. Oui. Mais ce n'est pas possible. Et alors, plus on a agrandi les écrans, justement, dans les salles, vous savez qu'autrefois les écrans étaient assez petits, maintenant les sentiments, plus on voit la personne de près, plus la mimique et les gestes sont impossibles. Pour moi, c'est impossible. Je ne comprends pas que la salle ne proteste pas. C'est pour ça d'ailleurs que je vais de moins en moins et presque plus, malgré ce qu'on dit, je ne vais plus du tout voir le film. Vous n'allez plus voir le film? Non pas parce que je n'aimerais pas, mais parce que je ne peux pas. Quant à la vision bressonienne, je suis plutôt aux antipodes. Enfin, je suis tout à fait aux antipodes. Je la comprends très bien, j'admire, mais de tempérament, ça m'est étranger. Enfin, je suis beaucoup plus du côté du cinéma italien, par exemple. Un spectacle plus extérieur. Enfin, je suis vraiment très, très sensible. Il y a certainement tout un épanouissement à attendre du cinéma, mais en attendant, je considère que le cinéma théâtral offre encore de très belles, de très satisfaisantes réalisations. Ce qui a été particulièrement dur, ça a été surtout l'élocution. L'élocution. Chacun met un accent, n'est-ce pas? Chacun met un accent et tout l'ensemble, tous les gens rassemblés avaient plus ou moins leur accent personnel. Et alors, en somme, comme on le dit dans les monastères, n'est-ce pas, pour la lecture, par exemple, au récitoire, c'est la coutume de lire à haute voix recto tono. Et l'efficacité du recto tono, c'est qu'on écoute vraiment. Tandis que si le lecteur lisait naturellement en mettant un accent, on cesserait de l'écouter au bout d'un instant. Eh bien, c'est la même technique que Bresson applique. C'est-à-dire d'où ce ton un peu monocorde, qui fait qu'on écoute. Donc, à votre avis, Bresson retrouve alors... Et je crois que Bresson, justement, rejoint, pour d'autres raisons, n'est-ce pas, rejoint justement cette austérité de l'expression qui d'ailleurs est le caractère général de son style. Il joue sur le classicisme, alors. C'est une grande économie de moyens, justement, une grande économie de moyens, avec ce qu'il met en œuvre, n'est-ce pas, avec toutes les images, etc. Qui, de ce fait, sont
sont d'autant plus efficaces. Alors, certainement qu'il y a une espèce de condensation d'intention, il y a différents plans d'interprétation. Un spectateur non prévenu, très souvent a beaucoup de mal, n'est-ce pas, à déchiffrer tout le condensé d'un film de Bresson. Oui, certain, n'est-ce pas? Ça demande presque une initiation pour entrer, on a l'impression. C'est un film, l'œuvre cinématographique de Bresson est un type de cinéma méditation. J'ai l'impression de faire des tentatives, des essais. Je n'ai pas l'impression du tout de faire une œuvre. Je me sens faisant quelque chose que j'ai besoin de faire, que tout me pousse à faire. Je vais vous dire que je crée des personnages, je n'ai pas ce sentiment-là du tout. Je n'ai pas l'impression de faire une œuvre. Mais quand vous vous retournez, est-ce que vous avez l'impression que l'œuvre s'est faite malgré vous? Je n'aime pas mes films. Vous n'aimez pas vos films? Non. Je les reconnais mal d'ailleurs, je les aime pas. J'aime le film que je fais parce qu'il me donne beaucoup de mal et que si je l'aimais pas, je me donnerais pas tout ce mal. Mais j'aime monter, j'aime le montage, ce que je fais en ce moment pour Mouchette. Mais je n'aime pas voir mes films, je les aime pas. Et à partir de quel moment ils sortent de vous? À partir du moment où il est lancé dans les salles et où je le perds de vue et où je sais que bientôt il sera en loc et personne ne fera rien pour le remettre intact. Après quelques mois de départ du film, si on va dans les salles, on s'aperçoit qu'il y a des coupures, tout à coup il y a des mots qui manquent, il y a une image qui manque, et c'est assez douloureux. Peut-être que ça vient de ça, ça ne vient pas seulement de ça, ça vient de ce que, une chose qu'on a faite se détache de vous, vous échappe. Celui peut-être que je déteste le moins, c'est Pickpocket, que j'ai trouvé comme j'aime que les choses soient, c'est-à-dire très précis, très rigoureux. D'où vient ce besoin de précision chez un homme qui est un poète? Vous savez qu'on ne peut rien faire sans précision. Et plus je vais, plus je m'aperçois que si une chose n'est pas rigoureuse... J'ai dit un jour, à Sadoul, je crois, j'ai fait la comparaison, j'ai dit quand on veut, l'électricien qui veut faire passer le courant à travers des fils, les dénude. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, rien ne frappe, rien ne touche, si ce n'est extrêmement précis et rigoureux. Et je m'aperçois en ce moment, en montant Mouchette plus que jamais, plus que dans les autres montages encore, que combien le cinématographe est l'art de la chose en place. Si je mets une image ou une syllabe d'une parole 2 secondes trop tôt, il n'y a rien. Il faut la mettre exactement à sa place. C'est ce qui arrive pour la poésie, pour la peinture aussi. Si les choses sont décalées, ne sont pas à leur place, avec grande précision, il n'y a plus rien. C'est la même chose, mais il n'y a plus rien. C'est presque mathématique alors. Sûrement. On pourrait préparer un film avec des chiffres. De même que la musique, c'est la même chose. Si la note n'est pas à sa place, il n'y a rien. Vous voyez que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut d'abord travailler et ensuite réfléchir. Parce que c'est dans l'action qu'on crée, c'est par l'action qu'on arrive à savoir ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas en réfléchissant dans l'abstrait.